Salut à tous, c'est Panglash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'approche ericksonienne, de la Milton Erickson Institute de Phoenix et on est passé au niveau D avec Jeff Zeg aujourd'hui qui bossait sur la dépression. J'ai un petit peu de retard sur les vidéos ericksoniennes. J'en ai une de retard là, donc je vais tenter de faire ça dans la journée. Comme ça, dans la semaine, vous aurez une ou deux vidéos sur le sujet ericksonien. Et là en plus c'est cool parce que c'est deux vidéos qui sont sur la dépression. Quoi, cool, c'est relatif quand on est en dépression. Euh, donc, toujours pour rappeler, je trouve que Zay, ce qui est intéressant, c'est que il est vraiment ouvert à l'ensemble des systèmes psychothérapeutiques qui existent. Et donc, à chaque fois, il fait des croisements entre les systèmes. Et là, sur la fin de sa session, il a dit un truc que je trouvais intéressant. Il disait en analyse transactionnelle, la dépression revient à euh, un parent qui n'arrête pas de traumatiser et de taper l'enfant. Je trouve que c'était intéressant pour ceux qui bossent un peu en AT ou ceux qui bossent en part-thérapie, ça peut être très intéressant à les bosser, à dire mais ok, ton parent, pourquoi il fait que de te taper ne serait-ce que pour les personnes qui se sentent pas bien, qui sont un peu dépressives en ce moment ou vraiment plus dépressives, allez voir à l'intérieur comment votre parent, normatif, bienveillant, on s'en fout de savoir lequel vous bastonne, et bastonne le gamin, et comment le gamin y réagit, en l'occurrence, là en étant dépressif, mais il y a quelque chose d'intéressant à faire pour la part thérapie. Alors, bon, comme d'habitude, il a un petit peu recadré en quoi l'hypnose était utile et comment ça fonctionne. Il rappelle que l'hypnose est contextuelle, conversationnelle et sociale. Donc, il est toujours dans son principe de dire que on va pouvoir utiliser l'hypnose en prenant en compte différentes facettes. Et en l'occurrence, pour lui, dans la dépression, il y a tout un travail euh, systémique à mettre en place, euh, remettre le partenaire au centre d'un système et voir comment un changement de comportement, un changement de pensée peut impacter le système et comment, bien sûr, ce système l'impacte. Donc, il a vraiment une vision dessus qui est très, très interpersonnelle. Bien sûr, il met régulièrement en intrapersonnel les éléments, mais c'est amusant d'introduire en fait cette dynamique-là dans dans une séquence d'hypnose. En tout cas, c'était assez intéressant. Alors, je suis en train d'ouvrir les slides qu'il nous a proposés. Je vais vous en parler juste après. Euh, alors, voilà, un des points que lui met en avant, c'est déconstruire avec l'hypnose le principe dépressif. En somme, tu crées une cartographie, et là il en proposait une, je vais vous la faire très rapidement, et vu qu'il y a une série de composantes, ben, on va la décomposer. En somme, dit autrement, c'est un recadrage. C'est un ensemble de recadrage, de micro-recadrage et de macro-recadrage qui peuvent permettre aux partenaires, au travers d'un travail de transe, et d'ailleurs il exploite beaucoup l'induction comme boulot de fond de sa thérapie. Pourquoi? Parce que comme il disait, il dit l'induction, et ça je vous en avais fait part, une des spécificités de l'hypnose ericksonienne, c'est qu'il y a, à l'inverse de l'hypnose tradie, où on a induction d'hypneur, eux, ils sont déjà dans l'induction, en train déjà de travailler un cheminement métaphorique, un cheminement solutionniste, d'orientation, etc., etc., ou d'augmentation de la problématique, ou de certaines focalisations sur des aspects de la problématique. Donc il exploite beaucoup cet aspect inductif dans sa session comme étant déjà solutionniste. Donc, voilà, ce qu'il proposait, c'est de bien prendre en compte les différents types de postures linguistiques, physiologiques, verbales, bien sûr, toutes les perceptions, l'échelle de personnalité par rapport à la dépression. Est-ce que la personne est narcissique? Est-ce qu'elle est dans l'auto-amour? Ou est-ce qu'elle est plutôt dans une phase suicidaire, voire d'homicide? Si elle s'est identifiée à sa dépression, et ça je trouve que c'est intéressant, je suis dépressif, ou j'ai une dépression, c'est pas du tout la même chose. Les problématiques de désir au fur et à mesure de la dépression, c'est j'aimerais aller bien, puis c'est je veux euh, pouvoir et
au moins vouloir aller bien. Et il y a des moments, bah, plus ça se dissocie, plus ça devient compliqué. Alors après, bon, il a tout un principe sur les états différents. Et notamment, donc, il reprend dans les états, les modèles états, il appelle ça state models. Euh, En gros, est-ce que la personne, alors ça c'est des critères, après j'y adhère moyen ce qu'il a dit, mais si on a 2 à 5 éléments de ces critères-là, c'est qu'on pourrait se dire en dépression. Vous verrez, on a l'impression d'avoir tous 2 à 5 à ce niveau-là. Problématique interne, problématique avec le passé, l'inactivité, négatif, sans espoir, parfois un trop punitif, problématique sociale, problématique avec le tactile, vision limitée, jugement quoi, qui juge mal, à chaque fois des retours négatifs ou une perception de retour négatif sur ce qui est fait, absorber l'énergie sociale, beaucoup de vocabulaire en et si seulement, etc. Bien sûr, la physiologie, la manière de se tenir, je ne suis pas bien, et la posture de victime. Il a une dynamique où il exprime que, bien sûr, comme c'est un état, on a un état dépressif et un état joie. Alors là, pour les personnes qui ont étudié soit Virginia Satir, soit via la PNL, son boulot, les changements d'état, c'est bien sûr partir d'un état dépressif à un état de joie. Et celui en PNL qui s'est beaucoup spécialisé dessus, c'était à la fois Robbins et donc son mentor qui était Grinder. Dépression, donc on est plutôt en interne, sur le passé, inactif, négatif, sans espoir, ce qu'on vient de voir. Et happiness, il dit, on le voit plutôt comme des objectifs. Donc on va l'exploiter pendant la session d'hypnose comme un potentiel qu'on va ouvrir avec, bah, si t'es interne, plutôt aller vers l'externe, si t'es dans le passé, ramener dans le présent, si t'es inactif, amener dans l'activité, si t'es négatif, aller dans le positif, etc., etc. Donc il nous a fait tout un petit listing là-dessus. Il expliquait, bah, en somme, il fait une cartographie du partenaire pour pouvoir bosser avec. Après, il dit l'hypnose, ça va permettre de guider l'attention, d'altérer les intensités positives et ou négatives, créer des dissociations et modifier les réponses à certains stimulus. Donc, il va jouer sur cette grille-là entre l'hypnose, l'état à un moment donné de dépression et de joie, et la posture de l'hypnotiste. Donc après, il faisait une petite différence entre l'hypnotiste traditionnel et l'éricksonien. Bon, ça, c'est pas ouf. Hein. L'éricksonien, il est plus expérimentiel, il est actif, il est flexible, métaphorique, il utilise, il est systémique. Bon, ça, c'est pas ouf comme explication. Et donc, il va jouer avec ces différents états pour permettre d'orienter d'un état A à un état B. Il avait montré un truc, mais là, il l'a pas mis dans ses... il l'a pas mis... Si, lui, dans ses premières années, il expliquait qu'il avait énormément mappé, cartographié les choses. En gros, il disait, bon, bah alors, le temps, le vocabulaire interne, les attentes, les processus, X et Y, le rapport à ces processus, les comportements que créent ces processus, les rythmes, les manques qu'il y a, les distorsions cognitives, le système de valeurs, le système affectif, les process affectifs, la self-esteem, la grammaire, la mémoire, l'attention, la physiologie, la biologie, etc., le spirituel, les systèmes sensitifs, l'imagerie interne, l'énergie. En gros, il avait énormément créé de sous-catégories pour pouvoir aller travailler sur différents aspects pendant les trans et orienter vers justement cette notion. S'il est un, bah, je vais proposer son opposé, ou en tout cas, je vais initier cette idée pour aller vers l'opposé. Bon, après, pratiquement, il nous a pas donné grand chose. Pour lui, c'est on va attaquer un élément et on va commencer à développer autour parce que il parle beaucoup de l'effet boule de neige potentiellement. Si on touche un élément, ça va toucher le système interne et ou inversement le système externe et ça peut créer un ensemble de processus qui va permettre une amélioration. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise la transe comme étant un état neutre. Si la personne n'est pas bien, si on arrive à la mettre pendant un laps de temps dans un état neutre, et lui, alors il parle pas d'ancrage, mais on pourrait penser à ça, lui ancrer cet état ou lui permettre de réapprendre à y retourner,
alors on sait bien hein, par expérience, en tout cas, je pense que la plupart des hypnos, vous avez vécu la même chose, vous enseignez l'auto-hypnose ou vous créez un ancrage à un de vos partenaires pour retourner en transe, et il va vous dire, bah oui, mais j'ai pas pu parce que ça faisait pas le même effet que vous. Vous redemandez sur place, bah fais ce que t'as fait chez toi, et là ils disent, ah bah si en fait là je suis en transe, ok, donc on connaît la problématique de ça, en tout cas nous avec les Français. Mais pour lui, c'est donc dès lors une opportunité pour un état de changement, et dit autrement, c'est un état ressource qu'on va pouvoir exploiter au fur et à mesure. Euh, un élément sympa qu'il a fait comme exercice, c'est un travail sur la posture. C'est en gros définir comment est ton état quand tu es dépressif, quand t'es pas bien, ou là actuellement tu es comment tu te tiens, va à fond dedans. Donc en gros c'est amplifier cette posture et commencer, et ça j'ai trouvé ça vraiment super sympa et pertinent. Bah, par exemple la personne elle est comme ça, ou tu vas lui dire bah juste bouge un doigt, qu'est-ce que ça te fait? Bouge un autre doigt, ça te fait quoi? Commence à glisser de ce côté-là. Redresse ta tête, baisse là. Et au fur et à mesure, faire varier les modalités et les perceptions pour observer ce qui se passe et les moments vraiment qui vont modifier la sensation, la perception ou les croyances, etc., etc. Donc un rapport très kinesthésique. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Il bosse beaucoup avec les représentations symboliques et je me suis dit, tiens, on peut mêler les deux. Représentation symbolique, hein, c'est comment est ta dépression, ta problématique, très connue en hypnose, très connue en PNL. Mais je me dis, on peut lier les deux. La personne n'est pas particulièrement la tête vers le bas et haute, et tu dis, mais si tu devais représenter, toi, l'image que tu as d'un point de vue kinesthésique, comment tu serais? Et là, n'hésitez pas à éventuellement mettre la personne à faire s'asseoir, s'allonger, se mettre en boule, etc. Et commencer à travailler à partir de ces modalités kinesthésiques. Et je pense que, bah, vous savez ma vision là-dessus, mais je pense que à partir du moment où on réinclut en plus beaucoup le corps, et que il y a une sensation de mouvement dans la transe avec le corps, bah, va y avoir possiblement des ouvertures. Ça ne veut pas dire que la personne ira nécessairement tout de suite mieux, mais des ouvertures pour petit à petit changer l'état d'esprit. Motion make emotions, hein, c'était le gros truc de Robbins pendant un laps de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est interne, voilà. Donc son principe d'induction, il disait, bah, par exemple, si sur la cartographie, votre partenaire c'est quelqu'un qui est interne, on va faire une induction en interne, le faire focaliser pour petit à petit lui ouvrir un champ de possible vers l'externe. Euh, L'idée aussi, c'est d'emmener petit à petit dans des trans assez actifs. C'était intéressant, notamment là avec tout le travail du corps. Il disait, hein, la plupart du temps, les gens pensent que l'induction doit être de la relaxation, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de choses où on intensifie les choses et elles peuvent se faire bien sûr d'un point de vue kinesthésique. Et à la fin, il a juste parlé un tout petit peu des traumas, mais il a dit qu'il faisait pas un cours dessus. Il en fera même pas pendant le cours d'Ericksonien là. Les traumas pour lui, c'est une intrusion qui ramène de l'hypersensibilité. Mais il y a un rapport intrusif qui est très intéressant à ce niveau-là. Et un petit dernier truc que j'ai trouvé très intéressant pour l'image de la systémie, c'est il disait à un moment, il a invité Carl Whittaker, il y avait une centaine de personnes. Et à un moment, Karl rentre sur scène, les personnes parlaient, etc., etc. Et lui, est juste resté, il n'a rien dit, il n'a pas bougé du tout. Il n'a rien fait, rien dit. Et les gens, petit à petit, qui étaient en train de boire un café, etc., ont commencé à se regrouper, s'asseoir, se taire, attendre, et étaient dans un état d'hyper vigilance, d'attente, etc. Et il disait, c'est là où j'ai compris l'impact d'un élément dans un système, ce qui pouvait modifier sur l'ensemble du système, sans même avoir factuellement agi, hormis par la présence à un moment T. Donc, on pourrait se dire, là encore, c'est pas ce qu'il expliquait, mais c'est toujours la même chose, si on recrée des formes de présence d'état, d'un état plus positif, d'un état plus ouvert, on pourrait potentiellement se dire la même chose. La présence ne demande pas forcément tout de suite une action. Juste reconnaître la présence d'un potentiel de mieux-être, la présence d'une envie de vivre, la présence d'une capacité à, même si elle est minime, sa présence pourrait, et là on revient sur son fameux effet boule de neige, euh, permettre des choses intéressantes. Voilà. Moi j'ai trouvé cette séquence vraiment cool. Bon, ça manque un peu de pratique
Hormis là le coup du corps, où là je trouve vraiment que c'est très très bien, mais je trouve que pour un pur hypnotiste, et là encore je me mets toujours dans les hypnos là qu'on fait le level A, B, C, là ils arrivent au D, je suis pas sûr qu'avec que ça ils peuvent vraiment soutenir et aider des dépressifs. Un autre point que je trouvais intéressant, et ça j'aime bien aussi, il dit bah il y a des moments, il n'y a pas le choix, il faut prendre des médicaments. Mais pour tout le monde, les médicaments, c'est pas la solution. Donc, s'il peut prendre des médicaments, que les effets sont cool et qu'il est bien suivi, pas de souci. S'il peut faire autrement, et bien sûr, hein, toujours suivi par des psychiatres, etc. Lui, il est psychiatre, donc là, il n'a un public que de personnes qui ont fait psycho, psychiatrie ou médecine. Hein. Ça, il faut quand même bien reprendre, c'est pour ça qu'il se permet ce discours-là. Euh, bah, proposer tout un rapport qui va se lier plutôt avec la systémie intérieure et la systémie extérieure, c'est vachement plus intéressant et quoi, c'est vachement plus intéressant. C'est une alternative qui évite le chimique et donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc gardez toujours ça en tête, hein, bien sûr, un dépressif. Alors surtout nous en France et surtout nous euh, psychopraticiens, qu'importe votre système, vous n'êtes pas médecin, donc quand vous avez un dépressif, assurez-vous tout le temps que potentiellement il est suivi par un médecin psychiatre. Euh, on n'est pas là pour se substituer. Souvenez-vous, on est des disciplines complémentaires. Et ça, il faut vraiment s'en souvenir. Surtout les dépressifs, vous savez que ça peut aller jusqu'à des suicides. Ça peut aller, ce qu'il disait là, c'est vrai que j'y pensais pas forcément, mais jusqu'à parfois des homicides. Donc on y pense. Nous, on est là pour accompagner, soutenir le boulot que font les autres à ce niveau-là, pas s'y substituer. Donc on garde bien en tête notre posture, notre place et et même si vous avez vraiment cette sensation pendant la session où la personne est vraiment dépressive, n'hésitez pas à dire je pense qu'il faudrait que tu ailles voir un médecin, que tu passes à l'hôpital un moment pour peut-être être suivi par des personnes qui te proposent quelque chose. On ne sait jamais, c'est peut-être pour certains vraiment hyper important à ce moment-là. Pensez-y. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.